Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité à communiquer sur ce sujet qui est le début d'un tout nouveau projet de recherche. Je ne suis pas à l'origine spécialisée dans les littératures du Pacifique. Voilà, je m'y intéresse depuis un an, depuis que je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie. Et étant mythologue et folkloriste, en arrivant en Nouvelle-Calédonie, je me suis demandé si le mouvement de la déesse, que je vais définir dans la première partie de cette communication, avait eu une influence dans le Pacifique et plus particulièrement dans les littératures du Pacifique anglophone. Donc pour commencer ce nouveau projet de recherche, j'ai choisi 2 ouvrages. Le premier, c'est Wahine Toa, Omniscient Maori Women, qui a été publié pour la première fois en 1984, qui signifie femmes fortes, les femmes maoris omniscientes, et qui a été republié en 2018 avec cette fois-ci une traduction maori. Donc c'est un ouvrage qui contient les peintures et dessins de Robin Kahukiwa, et ces illustrations sont accompagnées par les textes de Patricia Grace. Le deuxième ouvrage, donc c'est un ouvrage, on le verra, qui se concentre sur 8 déesses de la mythologie maori, et donc qui se focalise sur la place et l'importance des déesses dans cette religion, et par extension la place des femmes aussi dans la société. Le deuxième ouvrage que j'ai choisi d'étudier, c'est celui de Sia Figiel, Where We Once Belonged, qui a été publié pour la première fois en 1996 en Nouvelle-Zélande, qui a été traduit par L'île sous la lune en français. Dans cet ouvrage, c'est à travers les yeux d'Alofa, qui est une petite fille de 13 ans, que Figiel dénonce le patriarcat de la société samoane. Elle dénonce aussi les violences faites aux femmes, mais aussi leur inexistence et l'absence même d'identité, puisqu'elles ne sont pas des hommes. Alors, le mouvement de la déesse, qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer d'être assez brève, puisqu'on a peu de temps. Donc, le mouvement de la déesse ou la spiritualité de la déesse, c'est un mouvement néo-religieux, païen, féministe et aussi écologiste, qui est né dans les années 1970 et qui a émergé à partir de la fusion de 4 autres mouvements de l'époque, que je ne pourrais pas détailler, mais que vous connaissez très certainement. Le premier, c'est cette théorie du matriarcat préhistorique, qui a été de dire que dans les sociétés anciennes, dans les sociétés préhistoriques, il y avait une grande déesse qui était à l'origine de tout. Le deuxième mouvement, c'est bien sûr les mouvements féministes de la deuxième vague, de la libération de la femme. Le troisième mouvement, c'est les mouvements néo-païens. Et enfin, tous les mouvements écologistes qui ont donné naissance à l'écoféminisme spirituel. Alors, les théoriciennes de ce mouvement sont 2 américaines, Merlin Stone et Carol Christ, qui ont publié un tas d'articles et d'ouvrages pour définir en fait ce mouvement de la déesse et en définir les théories. Alors très rapidement, quelles sont-elles ? D'abord, c'est un retour au mythe païen et aussi autochtone, à l'encontre du monothéisme patriarcal. C'est aussi la réaffirmation de ce matriarcat originel qui va aussi à l'encontre des sociétés patriarcales contemporaines. On apporte aussi une nouvelle vision, c'est-à-dire une vision gynocentrique et non pas androcentrique. On a la création de ce qu'on appelle la théalogie, c'est-à-dire la théologie féministe. On revisite les mythes anciens, non pas d'un point de vue masculin, mais d'un point de vue féminin. Et la déesse est utilisée pour affirmer ce pouvoir féminin dans les luttes féministes. Et on a aussi une revalorisation de la femme qui devient une entité sacrée parce qu'elle devient une divinité. Elle est divinisée.
Et enfin, on a le retour à la nature, bien sûr, avec le respect de la terre nourricière qu'est cette grande déesse. Alors Anne Carr, qui est une théologienne américaine, explique que les théologies féministes contribuent à la libération des femmes par une réappropriation de la croyance. Donc on est bien dans ce mouvement de la déesse, on a une utilisation, une revisitation, une réécriture des mythes anciens à des fins idéologiques et politiques. Alors c'est un mouvement qui va se mondialiser dans les années 1980, notamment dans le Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, puis aussi en Europe, au Canada et aujourd'hui en Amérique latine. Et c'est un mouvement qui touche tout le monde, c'est-à-dire le monde universitaire, donc toutes les disciplines des sciences humaines et aussi le grand public. Et dans les années 90, on a une multiplication des conférences, des ouvrages, des magazines, des associations, des workshops, des festivals. On a aussi une multiplication de sorcières, prêtresses, thérapeutes, de sites web, d'activités écotouristiques, ésotériques, de rituels, etc. Donc la question que je me suis posée pour aujourd'hui, c'est est-ce que Waiinetoa, qui a été publié en 1984, et Where We Once Belong, qui a été publié en 1996, donc, sont des ouvrages qui s'inscrivent dans ce mouvement de la déesse. Alors dans cette partie, j'ai essayé d'étudier comment les mythes anciens ont été revisités pour mettre en exergue la femme. Alors dans les deux ouvrages, on a exclusivement ou presque exclusivement des personnages féminins. En effet, dans Where We Once Belonged, nous avons la narratrice, cette jeune fille de 13 ans, Alofa, et tous les personnages qui évoluent autour d'elle sont ses amis ou des femmes de sa famille. Dans Waiinetoa, je l'ai dit dans l'introduction, c'est un ouvrage qui est exclusivement réservé aux déesses. Le deuxième point, c'est que les narrateurs dans ces deux ouvrages sont des narratrices à la première personne et des narratrices autodiégétiques. Excusez-moi. Et c'est tout à fait nouveau dans les années 90, dans la littérature samoane, de donner voix à une femme et encore plus à une jeune fille. Et ça l'est aussi pour les mythes dans les années 80, puisque les mythes sont universellement racontés à la troisième personne par un narrateur omniscient et extra-diégétique. Donc pour la première fois, on a accès aux pensées d'une déesse et l'on partage son intimité, ce qui est très surprenant quand on lit pour la première fois Waiinetoa. Et comme vous pouvez le voir, chacune des premières phrases, alors la première phrase du roman de Figeac est « When I saw the insides of a vagina », donc on a le « I » de Alofa, et dans Waiinetoa, on a chacune des 8 histoires qui commencent avec ce « I » de la déesse. Donc les hommes sont clairement placés au second plan. Dans Figeac, certes, il est question du père d'Alofa, Filiga, mais il apparaît en second plan et les hommes sont la source, la cause et la source des souffrances des femmes. Dans Waiinetoa, soit les dieux n'apparaissent pas dans les histoires, ou alors, comme vous pouvez le voir en bleu, ils apparaissent syntaxiquement après le « I » de la déesse, ce qui n'est pas le cas quand les mythes ont été mis par écrit au XIXe et XXe siècle. Le concept de matrilinéarité, donc la filiation par la mère, qui remplace la patrilinéarité, fait aussi partie des théories du mouvement de la déesse et se retrouve dans les deux ouvrages. Dans Waiinetoa présente une généalogie de déesses, comme vous pouvez le voir, et l'origine du monde, c'est Tepo, le néant, qui est une déesse. Et c'est une déesse qui n'a pas besoin d'un dieu pour enfanter. Elle enfante seule papa.
Et comme vous pouvez... Alors, le demi-dieu Maui, que vous voyez tout en bas de cette généalogie, qui est le protagoniste principal de nombreux mythes, est ici relégué au second plan, puisque dans les quatre mythes les quatre mythes où il apparaît ne lui sont pas consacrés, ils sont consacrés aux quatre déesses, et lui n'apparaît qu'au deuxième ou troisième paragraphe. On voit donc que ce sont ses ancêtres déesses qui priment sur lui. Et on voit aussi que le mode de filiation est matrilinéaire, puisqu'il ne prend en compte que l'ascendance maternelle de Maui. Dans Where We Once Belonged, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début du roman, Alofa est appelé Alofa Filiga. Filiga est le prénom de son père, donc on a une filiation paternelle, mais au fur et à mesure du roman, l'ascendance maternelle prend le pas sur l'ascendance paternelle. On a toutes ces histoires de femmes qui sont de plus en plus présentes, et à la fin du roman, elle explique que elle n'est plus la fille de son père. I was his daughter once, mais qu'aujourd'hui, elle est la fille de sa mère. I was the daughter of my mother, et qu'elle fait partie du cycle. The daughter of the cycle to spinning over and over and over. Et ce cycle, c'est cette généalogie de femmes dont elle fait partie et dont toutes les femmes de sa famille font partie. Elles viennent toutes de cette terre-mère. Un autre point qui m'a paru très intéressant, c'est le changement de perspective, puisqu'on glisse du masculin au féminin. Dans Where We Once Belonged, au début du roman, on a ce mythe, le mythe de création de Moa Samoa, qui est traditionnellement un dieu, ce mythe est re-raconté à la fin du roman, avec cette fois-ci Moa Samoa, qui est une déesse. Moa was female. Très rapidement, dans Wayne et toi, on a aussi ce glissement du masculin au féminin, avec un changement de perspective, puisque avec cette utilisation de la forme passive, My mother was formed from papa by the hands of Tane, on a la mise en exergue de la déesse, et Tane qui est remis syntaxiquement à la fin de cette phrase, alors que traditionnellement c'est le Dieu créateur, c'est lui qui est le descendant des dieux, et c'est lui qui est actif, et on a papa qui est finalement passive et qui est presque effacé dans ce mythe de création. La dernière partie est la thématique du corps de la déesse, qui est une thématique qui se retrouve universellement dans toutes les mythologies du monde, et notamment dans les mythologies océaniennes. On a cette thématique que le corps de la déesse, c'est la terre, le paysage. Et Kahukiwa l'a représenté pour le mythe de Papa, où l'on voit le corps de la déesse dans le paysage. L'entrée du corps de la déesse se fait par le vagin de la déesse, et c'est le mythe de Maui qui, pour vaincre Ine-Nui-Tepo, qui est la déesse de la mort, et donc obtenir l'éternité pour les hommes, décide de se transformer en lézard, de rentrer dans son vagin et de ressortir par sa bouche pour la tuer. Mais il est en fait tué par les contractions du vagin de la déesse. Alors, pour moi, lorsque j'ai étudié ces deux ouvrages, l'ouvrage en lui-même, celui de Fiegel ou celui de Grace et de Kahukiwa, est peut-être envisagé comme le corps de la déesse, parce qu'on va le voir, on entre dans les deux ouvrages par le vagin de la déesse. Ensuite, tout le long de l'ouvrage, on se retrouve en fait dans son ventre, puis l'on en ressort avec une naissance, une renaissance. Alors, donc dans Wayne et toi, le premier récit est celui de Tepo,
la déesse qui est à l'origine de tout, c'est la matrice, le lieu de création. Et la première œuvre représente Papa, la déesse Terre, dans le ventre de Thépo. Donc on n'a aucune couleur, c'est l'obscurité puisque la focalisation est interne. Et le spectateur voit par l'entrée du vagin de Thépo, puisque Kaukiwa explique que le motif maori appelé Maui qu'elle a utilisé représente l'entrée du vagin et le chemin vers l'utérus. Donc l'ouvrage en lui-même, c'est le ventre de la déesse, le Whare Tangata, la maison de l'humanité qui est chez les Maoris le ventre de la femme dans lequel toute l'humanité se crée. Et la dernière déesse de l'ouvrage, c'est Inenui Thépo, la déesse de la mort, mais qui est aussi la déesse de l'éternité, de la renaissance, de la régénération. Chez Figeac, on entre aussi dans l'ouvrage par le vagin de la déesse. L'incipit, la première phrase du roman, est en effet « When I saw the insides of a woman's vagina for the first time ». En entrant dans le roman, on entre dans le vagin et on se dirige dans le ventre de la déesse, qui peut alors envisager comme le déroulement du récit dans lequel la création se fait. Le ventre de la déesse est fertile puisqu'il est question de menstruation à la 5e ligne du roman et ce thème ponctue le déroulement du roman. Il revient de façon cyclique comme les menstruations de la femme qui sont liées tout au long du roman à la lune qui est aussi une entité divine féminine. Donc la période de gestation est le passage de l'adolescence d'Alofa qui a 13 ans à l'âge adulte puisqu'à la fin du roman, elle est réglée, elle a 17 ans, elle est devenue une femme, mais c'est aussi une renaissance, puisqu'on a le passage de l'inexistence à l'existence, de l'absence d'identité à l'identité, avec l'affirmation de son existence et de son identité. Dans l'excipit, dans les dernières lignes du roman, elle dit « I am », je suis, j'existe. Donc c'est un passage de la mort à la vie, parce qu'elle choisit la vie plutôt que le suicide, contrairement à 3 autres femmes dans le roman. Donc l'ouvrage en lui-même peut être considéré comme le corps de la déesse dans lequel la vie se crée et se recrée. Et c'est aussi la naissance d'une déesse, puisque Alofa devient une divinité, une déesse à la fin de l'ouvrage, comme d'autres femmes dans le roman. En effet, elle explique que la nuit, son esprit quitte son corps pour aller dans le monde des dieux et que c'est là où elle devient une divinité. I become a god. C'est là où elle est, c'est là où elle existe. I am, I exist. Et elle se transforme en la chouette de la victoire, qui n'est autre que la déesse de la guerre, Nafanwa, qui s'accouple au poulpe pour engendrer la fertilité. Donc en devenant une femme, elle devient une déesse et c'est ainsi qu'elle existe et qu'elle a une identité. Pour conclure, j'ai encore 2 minutes ? Super. Alors bien sûr, ces 2 œuvres sont ancrées dans plusieurs mouvements de l'époque, les mouvements de revivification des cultures et langues autochtones du Pacifique, le mouvement artistique et littéraire féministe de la même époque en lien avec les mouvements de revendication du droit des femmes. Mais je pense qu'ils sont aussi clairement ancrés dans ce mouvement de la déesse, puisque ces 2 œuvres réutilisent et revisitent les mythes anciens d'un point de vue féminin. Donc ils sont ancrés dans ce concept de théologie ou théologie féministe. Et c'est très nouveau, puisque les mythes océaniens en général ont été, jusqu'à cette époque, mis par écrit et analysés principalement par des hommes occidentaux, qui, dans la seconde moitié du 19e ou la première moitié du 20e, s'inscrivent dans un système de valeurs patriarcales très puissant. Ils ont donc revisité eux aussi à cette époque-là les mythes anciens, mais d'un point de vue occidental et d'un point de vue masculin, en gommant souvent la place prépondérante de la déesse, reléguée à une position inférieure, passive, soumise, comme la femme dans la société britannique de l'époque. Deuxième point, le corps de la déesse ou le corps de la femme a aussi une place prépondérante dans ces ouvrages et dans le mouvement de la déesse. On a une libération du corps de la femme avec la fin des tabous féminins comme les menstruations, les parties intimes, les relations sexuelles. Son corps, comme le paysage et la nature, est fertile, sensuel, érotique même. Dernier point, la grande déesse omnipotente, omnisciente, est une affirmation de ce pouvoir féminin que chaque femme peut personnifier, peut utiliser pour une société plus égalitaire. Chez Kaukiwa, Grace et Figeac,
il y a certes une volonté très forte de revivifier les traditions anciennes et autochtones qui font partie de leur identité et qui ont été ébranlées par la colonisation et par les hommes, mais en les faisant évoluer. À travers la réécriture gynocentrique de mythes anciens, elle dénonce le patriarcat et offre une double renaissance, celle des traditions ancestrales et celle de l'existence et de l'identité féminine. Merci beaucoup.